AD Espoir est né en 1990 à l'initiative d'une famille qui cherchait une solution pour leur fils, jeune adulte handicapé, qui était sans solution autre qu'un déménagement à 150 km de chez eux, ce à quoi les parents ne pouvaient pas se résoudre. Et ils ont donc mobilisé autour d'eux des amis, des collègues, des voisins, des membres de leur famille pour créer une association dans le but de créer un établissement sur la commune de Coex. C'était le premier établissement qui s'est ouvert en 1997, qui s'appelle le Val Fleury. Dès 1999, la question du devenir de cet établissement s'est posée par rapport au maintien dans l'établissement des personnes les plus âgées qui arrivaient à l'âge de 60 ans et devaient envisager un départ de la structure. L'association a tout de suite travaillé sur cette idée-là d'avoir dans l'établissement une unité dédiée à l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. En même temps où on se préoccupait du devenir des personnes handicapées vieillissantes, au niveau du Val Fleury, le département, lui, portait une réflexion sur des personnes handicapées vieillissantes mais qui vivent au domicile de leurs parents, eux aussi âgés forcément. En lien avec les pouvoirs publics qui avaient cette préoccupation-là, en lien avec des familles qui vivaient cette situation, AD Espoir, on a décidé donc de porter le projet de création de la maison d'accueil familiale, qui s'est appelée Marie-Claude Minier, qui maintenant s'appelle le Bois-Tissando, avec comme objectif de répondre à ces attentes des familles, de continuer à vivre leur vie familiale malgré l'âge et la dépendance. Voilà, donc progressivement, entre 2002 et 2007, le projet s'est structuré et l'inauguration de la maison du Bois-Tissando a eu lieu donc, en décembre 2007. Donc actuellement, nous sommes 27 salariés, 28 avec le directeur. Au niveau du service accompagnement, nous avons 12 aides-soignants et AES, 3 agents de soins, 5 veilleuses de nuit, 2 infirmières, une animatrice, un coordinateur de projet, moi la secrétaire, un agent technique, un agent d'entretien. Pour répondre à tous les besoins au niveau émotionnel, culturel. On a une équipe assez large, on est une douzaine d'accompagnants que sur la journée. Et en fonction des affinités de chacun, on arrive à répondre aux besoins aussi de chaque personne. C'est vraiment l'accompagnement au plus proche du besoin de la personne, dans le respect de ce qu'elle est, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut pas. Et vraiment l'accompagnement, c'est l'accompagnement à côté, quoi. L'idéal de l'accompagnement, ce serait même de ne pas être là. Comme si c'était eux qui faisaient, alors qu'on est là pour les aider à faire ce qu'ils ne peuvent plus faire, mais comme s'ils ne nous voyaient pas, ils ne se rendaient pas compte qu'on était là et qu'ils pensaient faire encore les choses seuls. Ça serait le top de l'accompagnement. Les familles qui viennent au Bois-Tissando viennent en fait pour 2 raisons principales. La première, c'est comment vous pouvez nous aider à continuer à vivre ensemble dans notre réalité familiale, c'est-à-dire dans notre désir de ne pas forcément être séparés, malgré le fait que on vieillit et puis que c'est de plus en plus compliqué pour nous au domicile. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la personne, en particulier en situation de handicap, qui risque de se retrouver seule au décès de son parent. Toute l'idée du projet était de sécuriser aussi les familles par rapport à ce devenir-là, en entendant bien la question principale qui est le moteur de l'entrée dans cet établissement. Qu'est-ce qu'il deviendra quand je ne serai plus là? La question qu'il se pose depuis la survenue du handicap, qui les hante tous les jours. D'abord, une chose qui nous intéressait, c'est qu'on prenait la maman âgée et le fils handicapé. C'est ça qui nous intéressait, de penser que nous pourrions rester ensemble. Nous venions quelquefois en week-end ou en vacances et Arnaud y était très heureux. Il parlait toujours de revenir un jour ici. Et comme j'étais seule avec lui, fils unique, et que je cherchais quand même une solution pour lui, le préserver un peu des aléas de la vie, et tout en étant épaulé, on a choisi le Bois-Tissando. Nous étions à Poitiers avant, nous avions un grand réseau d'amis. Et pour moi, c'était quand même compliqué, c'était même angoissant de quitter tout cet environnement. Mais pour Arnaud, c'était une évidence. Laurent n'étant pas, elle est dans des établissements, et je l'ai toujours gardée à la maison, donc autant continuer jusqu'au bout. On va prendre en compte le projet familial, mais on va
très vite individualiser les accompagnements. On repère, nous, qu'on va avoir un rôle fort à jouer sur comment on va accompagner ces familles, ces personnes, à faire des expériences de séparation pour pouvoir justement répondre en particulier à cette fameuse deuxième question. Donner une sorte de vision de comment il est possible de vivre l'un sans l'autre lorsque pendant toute une vie, on a vécu l'un avec l'autre. Et du coup, c'est à nous de mettre en place 2 axes de travail en fait, avec ces familles-là. L'axe autour du projet familial, c'est-à-dire on prend en compte votre réalité familiale, on ne va surtout pas la nier, et on prend en compte toute son histoire, et on prend aussi en compte la dimension très individuelle de chacun d'entre vous dans cette cellule familiale, pour que toute la place qui sera faite à l'un sera aussi une place faite à l'autre. Et donc, dans cette réalité-là, on vous accompagne à appréhender une forme de séparation. Au niveau du projet familial, ça va être vraiment des moments où on va travailler la relation parents et adultes handicapés dans qu'est-ce qui les rejoint. On va travailler la séparation, hein, c'est l'objectif du projet de l'établissement, travailler la séparation dès l'arrivée. Ce travail se fait sous forme de séances de réflexion. Les premières réflexions sont plus basées sur le général et petit à petit, on arrive à cerner ce qui est le plus important. Au fur et à mesure des séances, il se construit vraiment quelque chose de rassurant surtout. Chaque personne est invitée à un moment de synthèse, à un moment de réunion, de réflexion individuellement par rapport à son projet personnalisé. L'idée du projet, c'est vraiment que la personne se rende compte par elle-même de ses capacités ou de son incapacité à faire. Vraiment que la personne se sente citoyenne et ait la possibilité d'aller vers ce qu'il a envie, ses objectifs. Bien sûr que c'est des fois compliqué, hein, mais on va tendre vers ça. On est très indépendant là. On est très indépendant parce que maman, je la laisse le plus possible se reposer, dormir parce qu'elle arrive à 103 ans. Chaque personne qui rentre au Boîtier sans dos a 2 personnes qui on appelle leurs coordinateurs et vont les accompagner dans leurs projets, dans leurs besoins. Les besoins au quotidien vont être assurés par tout le monde. Mais après, le recueil de données, comme on appelle ça, pour les besoins de chacun et chacun ses volontés, c'est souvent les coordinateurs qui le font. Chaque résident a ici au Boîtier sans dos un studio très spacieux et il y a 3 salles à manger, lieu de rencontre, de convivialité. Alors une semaine au Boîtier sans dos, ça passe assez vite finalement. On a la chance d'être vraiment dans un environnement boisé qui est exceptionnel, dans une maison qui a toute une histoire. Et nous avons évidemment des plans de semaine qui, à partir de 10h30, nous précisent les activités très variées qui sont proposées. Chaque semaine, je propose une réunion aux résidents justement pour me rapporter leurs demandes et puis moi leur proposer un planning d'activités qui commence dès le matin à 10h30 et qui s'étale toute la journée. Donc on peut des fois avoir 3 activités en même temps, on peut avoir un atelier pâtisserie, un atelier lien câlin et une dictée pour les parents, voilà, avec 3 accompagnants et des salles bien différentes. Les activités sont proposées parce qu'eux sont en demande. On est beaucoup dans l'écoute de ce qu'ils veulent pour pouvoir répondre à leurs besoins. Tout ce planning d'activités, en fait, il est aussi fait en collaboration avec mes collègues au pôle de coordination pour justement mettre en commun les rendez-vous qui intègrent les résidents dans leurs projets, les rendez-vous médicaux, voilà, pour pouvoir apporter un planning d'animation concret pour les résidents qui correspondent avec leur temps libre. Et donc tout projet en fait d'animation part vraiment du désir du résident sur des projets à court terme ou à long terme. On a eu des projets sur une semaine entière. En plus, on a la liberté d'aller à l'extérieur pour d'autres activités, par exemple piscine, cinéma, exposition. Enfin, on est très libre dans ce domaine. Chacun est libre d'aller à l'extérieur, il n'est pas contraint de rester dans l'institution.
On a des résidents qui font du piano, des cours de chant, de la peinture. C'est moi qui je fais des cours de peinture tous les jeudis. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ce modèle. Oui, je peux utiliser ma voiture comme bon me semble. Je peux aller et venir comme je veux. Une indépendance totale. Je n'ai pas l'obligation de prévenir si je m'en vais. L'autre jour, je suis allé à Clisson. Je suis un citoyen à part entière dans la société. Moi, c'est mon choix. On fait aussi intervenir des intervenants extérieurs sur 2 fois par mois, comme la gym adaptée pour les personnes en situation de handicap, et puis des séances de méditation. On est 2 infirmières qui travaillons à mi-temps. On est là toute la journée, du lundi au vendredi, et on est plus dans un travail de coordination. C'est-à-dire qu'on coordonne principalement tout ce qui concerne le foyer d'accueil médicalisé et aussi les personnes adultes handicapées. Donc on s'occupe de tout ce qui est gérer les médicaments. À partir de ça, on a aussi mis en place il y a quelque temps une PDA. Donc c'est en fait les médicaments qui sont préparés par un robot, par une pharmacie externe de ville, qui nous prépare donc les médicaments en sachet pour la distribution qui est faite par les accompagnants le matin, midi et soir. On s'occupe aussi de tout ce qui est coordination de rendez-vous médicaux. Et puis en ce qui me concerne moi, je suis plus spécifiquement infirmière de secteur psychiatrique. J'ai à cœur aussi de m'orienter plus sur tout ce qui concerne la psychiatrie, en particulier pour les personnes adultes handicapées. Le concept Snows-Hélène est arrivé au Bois Tissando en fait par des séances de bien-être appliquées aux résidents. Donc là, on lisait des textes de relaxation. Je vais proposer à ceux que je sens un peu plus en difficulté ou qui ont besoin d'une relation assez privilégiée, de détente. Donc en fonction des transmissions orales ou écrites, je vais proposer aux résidents cet instant. Et ensuite, lorsque nous arrivons dans la salle, c'est le résident donc, qui va m'amener à la séance. C'est-à-dire que j'ai peut-être un petit objectif derrière la tête, mais ce n'est pas moi qui vais mener la séance. C'est le résident de lui-même qui va m'apporter, soit il va me faire signaler qu'il a besoin de parler, il aura peut-être envie de danser, il aura peut-être envie de dormir, de se poser. Donc de là, après, je vais m'adapter. Le temps Snows-Hélène, il fait vraiment partie du bien-être au travail. C'est un projet que la direction a validé. J'essaye de proposer par trimestre des séances en fonction du nombre de salariés qui est présent. Et donc ces séances, elles sont vraiment toutes différentes. Il en ressort vraiment un moment de relâchement dans le travail. Et ça, c'est vrai qu'en général, elle me dit que c'est bénéfique pour le reste de la journée. Et puis ça nous permet de se poser, d'avoir une bonne relation entre nous aussi. Au début des années 2010, ça nous a amené à nous interroger sur de nouvelles formes d'organisation, sortant un peu des sentiers battus que l'on connaissait dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social. La question de la place de l'usager a vraiment été complètement reposée. Et ce faisant, la relation professionnelle-usager a été aussi complètement requestionnée. Et le souhait de l'association, ça a été de pouvoir continuer à se développer sans créer plus de distance entre le conseil d'administration qui porte la stratégie, qui porte la politique, qui porte les valeurs associatives, et les usagers, les familles, les partenaires et en premier lieu aussi les salariés qui sont sur le terrain tous les jours à mettre en œuvre le projet associatif.
Ça, c'est les deux fondements de la démarche que l'on a appelée responsabilité sociétale des organisations. Comment responsabiliser les professionnels et leur demander d'être plus possible investis dans la décision, dans l'organisation, dans la mise en œuvre de la réponse. Et d'autre part, donc, des usagers, des familles beaucoup plus investis, plus partie prenante dans l'élaboration des projets d'établissement, dans la mise en œuvre au quotidien. Et aujourd'hui, la démarche qui est engagée auprès des soignants, c'est plutôt le matin, frapper à la porte de la chambre, rentrer, je suis là pour t'aider, là où tu ne peux pas être, là où tu ne peux pas faire. Mais pas plus. Et que c'est donnant-donnant, je te donne de mon temps, je te donne de ma compétence, je te donne du salaire, et toi en retour, tu me donnes de la reconnaissance, tu me donnes tes capacités que tu mobilises au maximum pour la vie du projet. Il nous semble indispensable que le résident participe à la vie de l'établissement et puisse y contribuer même de façon forte en donnant son avis et en faisant des propositions d'amélioration de la qualité de vie dans l'établissement. Le Conseil de la vie sociale est composé de plusieurs collèges, un qui représente les personnes en situation de handicap, un qui représente les personnes âgées et un qui représente les familles extérieures en fait, à l'établissement. Et le président du Conseil de la vie sociale est nommé parmi ses élus. Et là, aujourd'hui, c'est une personne représentante des personnes en situation de handicap qui est présidente du Conseil de la vie sociale et elle est aidée dans ses fonctions par un salarié de l'établissement qui n'a qu'un rôle de facilitateur et surtout pas un rôle de décisionnaire. Les sujets sont le linge, les repas, les sorties, les voyages, les transferts, la vie des résidents en général et puis leur accoutumance, ce qui les gêne, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, l'organisation des activités. Ça m'apporte pas mal de responsabilités, ça c'est sûr, mais disons que ça me permet d'être plus en contact avec les gens qui sont ici, et puis de leur demander ce qui va pas, et puis de m'ouvrir un peu mieux aux handicapés, moi-même étant handicapée aussi. On se met tous les deux, mon facilitateur et moi, à taper le compte-rendu du CVS. Et ensuite, on l'affiche dans les 3 salles à manger qu'il y a au Boitis-en-d'Eau. Il peut avoir 2 voire 3 hébergements temporaires en même temps ou fractionnés sur l'année. On a soit des gens de l'association qui viennent chez nous pour faire des séjours justement de répit par rapport à leur lieu de vie habituel, ou alors du répit familial, des aidants qui demandent à souffler un petit peu et du coup la personne soit âgée, soit adulte handicapé intègre le Boitis-en-d'Eau pour un hébergement temporaire. Il y a aussi des découvertes au niveau de la collectivité. Il y en a certains qui n'ont jamais connu l'établissement et seulement chez eux, et c'est un avant-goût pour découvrir cette collectivité qu'ils ne connaissent pas. Et il y a aussi des hébergements d'urgence quand les situations de famille deviennent difficiles. Pour autant, ici, ce n'est pas forcément le lieu dans lequel les gens vont vivre toute leur vie. Oui, c'est le lieu dans lequel ils vont vivre leur vie de famille, et ça, on s'y engage et on met tout en œuvre pour que les familles puissent rester ici, parents et enfants handicapés, aussi longtemps que c'est pertinent et qu'on peut répondre à leurs besoins. La question se posera davantage après le décès de l'un des deux, de savoir si oui ou non, et ça c'est une exigence que l'on se donne, qui doit être reposée presque quotidiennement, est-ce que c'est bien la meilleure place, est-ce que c'est bien le meilleur service, est-ce que c'est bien la meilleure réponse aux besoins de la personne que l'on accompagne. Et si un jour on se rend compte qu'on ne peut pas dire oui à ces questions-là, alors on devra s'interroger sur où est l'autre lieu et comment accompagner la personne vers cet autre lieu. Et comment vous envisagez l'avenir, vous savez quand, Pour l'instant, je reste là. Et peut-être dans les années à venir, on va peut-être se marier quand même.
passer au mariage. Et on a déjà vu un tout. Quand on parlait de spaxer, mais on a dit que spaxer, c'est pas valable pour sa plus Girard. Donc passer au mariage, faire un gros truc ici, un gros bazar.